Bonjour, bienvenue à notre cinéma maison, là où on fait les films du projet Zeitgeist avec vous. Si vous ne savez pas c'est quoi le projet Zeitgeist, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour en savoir plus. Il y a une petite vidéo de 3 minutes qui vous l'explique. Et aujourd'hui, je veux vous présenter une toute première entrevue de recherche que j'ai conduite avec Elsa Kephart, qui est une activiste pour le climat. Et je suis allé la rencontrer chez elle pour en savoir plus sur ce que c'est d'être une activiste, comment on devient une activiste, pour parler de la cause climatique ou du défi climatique, pour peut-être se donner des idées sur des choses à faire pour contribuer. Mais dans mon cas, évidemment, j'avais aussi le projet de explorer le sujet pour trouver le scénario d'un film que je veux écrire qui s'intitule « La manifestante découragée ». Je ne sais pas encore c'est quoi l'histoire de cette manifestante, mais je sais qu'on est beaucoup à être découragés. Donc, je voulais faire un film qui reflète un peu le sentiment de quelqu'un qui est peut-être moins engagé que Elsa, mais qui est tout aussi inquiet pour le sujet du réchauffement climatique. Donc, c'est ça. Le film est encore à écrire. La cause est à défendre, évidemment, dès aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous invite à écouter ce qu'Elsa a à dire sur le sujet. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Hélène Touze, je suis sous-ministre des politiques technologiques au sein du ministère de la Nouvelle Normalité. Le ministère est une agence paragouvernementale d'éducation et d'action pour l'administration d'une transition juste. Il intervient lorsque les autres gouvernements ne font pas ce qui est nécessaire pour protéger de la catastrophe climatique. Et puisque les autres gouvernements n'ont pas réussi à prendre des mesures contre les criminels climatiques, nous avons décidé d'organiser ce tribunal populaire de l'écocide. Pour commencer, je vais vous présenter les personnages principaux. Tout d'abord, aujourd'hui, on fait un tribunal d'écocide. C'est le ministère de la Nouvelle Normalité qui met en scène ce tribunal. C'est un groupe d'action et d'éducation. On s'appelle un organisme paragouvernemental d'action et d'éducation pour éduquer les gens à la crise climatique et surtout l'enjeu de la justice climatique. Et donc, on a amené des témoins aux ours polaires, Eunice Foote, une scientifique du 19e siècle, et une pseudo-scientifique du futur, Dr. Shiva. Donc, on met à procès Suncor, Garda et RBC qui se mettent ensemble vraiment pour continuer de propager l'exploitation et la production d'énergie fossile. Suncor, come on! Oh, toujours occupé à faire de l'argent, celui-là. Hein? Et là, après, le juge Camille Vendetta de la nouvelle génération va juger si les accusés sont coupables ou non, avec l'aide du jury de gens réguliers du public qui ont assisté à la pièce. Le juge Camille Vendetta qui va présider à ce procès au nom de la génération non souillée. Les accusés sont accusés d'écocide, ce qui est le meurtre du vivant. Ça a été prouvé que les compagnies de production d'énergie fossile savaient que la combustion d'énergie fossile allait réchauffer la planète depuis fin des années 60. Donc, ils étaient au courant, puis ils ont sciemment caché les faits. Ils ont commencé aussi à propager de la mésinformation. Donc, nous, on croit qu'ils sont aussi et plus coupables que les compagnies de cigarettes qui ont agi exactement pareil. Et donc, RBC et Garda sont des co-accusés parce qu'ils facilitent les crimes de Suncor et des autres industries, corporations d'énergie fossile. Au nom du procès de la nouvelle normalité, je déclare ouvert le premier procès du tribunal du peuple de l'écocide. Ouais! Mon nom, c'est Elsa Kephart. À prime abord, je suis cinéaste et cinéaste de films d'horreur. Donc, depuis que j'ai 10 ans, je veux faire des films. Donc, toute ma vie, je me suis vraiment concentrée à devenir cinéaste. Je savais depuis très longtemps, depuis que j'étais jeune, qu'il y avait des problèmes, des trucs qui se passaient dans notre société qui n'étaient pas corrects. C'est sûr que j'allais à des manifs et tout ça, je signais des pétitions.
mais j'avais pas l'impression que c'était à moi de faire quelque chose. Je pensais vraiment que c'était à quelqu'un d'autre, des gouvernements, des militants et tout ça. Mais c'est quand j'ai vraiment pris conscience en 2018 du rapport du GIEC. Et en même temps, c'est une amie qui est arrivée chez moi, on faisait un party d'Halloween, et qui m'a dit « Oh mon Dieu, j'ai lu un article du secrétaire des Nations Unies qui dit qu'on a juste vraiment 8 ans pour transformer, pour se décarboniser, sinon ça va être une catastrophe, une apocalypse. » Puis je la croyais pas, j'étais comme « Mais voyons donc, si on a juste 8 ans, clairement les gouvernements seraient à l'œuvre. » Fait que je suis allée voir moi-même sur Internet et j'ai lu son adresse aux Nations Unies. Et puis j'étais vraiment, turned inside out, comme mise en dessous. Et après, je suis allée à une manif, ils ont parlé d'Extinction Rebellion, et je suis allée en ligne, puis j'ai vu une vidéo qui s'appelle Heading for Extinction et What to Do About It, en route vers l'extinction et que faire. Et c'est une vidéo comme d'une demi-heure à peu près, et ça, vraiment, j'ai compris ce qui se passait et ça m'a vraiment, vraiment profondément marqué. Fait que c'était ces deux choses, comme dans l'espace d'une semaine, qui m'ont complètement viré de bord. Ouais. Et après, je suis plus jamais revenue en arrière. Je suis née en 1819 aux États-Unis. En 1856, j'ai fait une découverte. L'expérience était assez simple. En réalité, j'ai pris des cylindres de verre transparent, j'ai mis des thermomètres dedans et je les ai remplis de différents gaz. Et le tube qui contenait le plus de dioxyde de carbone, ce que vous appelez communément CO2, était beaucoup plus chaud que les autres tubes contenant de l'oxygène ou de l'hydrogène, pourtant dans des conditions similaires. Dans le cadre de ce procès, la question existentielle est de savoir quand est-ce qu'il y a eu un consensus scientifique qui prouve que quand on brûle des combustibles fossiles, on perturbe le climat. Eh bien, les scientifiques ont commencé à récolter des données il y a à peu près 100 ans. 100 ans. Mais qu'en est-il des scientifiques qui travaillaient pour eux, pour les compagnies pétrolières? Est-ce qu'ils étaient au courant? Et depuis quand? Eh bien, dès 1954, c'est-à-dire qu'il y a presque 70 ans. 1954, les scientifiques ont prévenu l'American Institute of Petroleum que ça allait changer le climat de manière irrémédiable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont suivi les conseils des scientifiques? En tout cas, ça a dû être difficile pour les scientifiques de prévenir tout le monde et que personne ne les écoute. Moi qui pensais que c'était difficile d'être une femme au 19e siècle. En tout cas, si vous aviez écouté les scientifiques et les femmes comme moi, vous ne seriez pas dans ce pétrin actuellement. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est quoi le message fondamental que vous voulez passer avec cette action-là? Puis est-ce que vous espérez que les gens vont retenir de ça? On aimerait beaucoup que les gens se rendent compte à quel point la crise climatique dure depuis... La conscience de la crise climatique est connue depuis beaucoup plus longtemps qu'on pense. Et le fait que ces compagnies le savaient et ont caché les faits, on veut que les gens soient vraiment en colère et enragés. Et que, comme on voit à la COP26, qu'il y a plein de lobbyistes d'énergie fossile à la COP26 et qui dictent un peu l'agenda, que la population ne devrait plus accepter ça et devrait, en fin de compte, faire des actions de perturbation contre le gouvernement qui vraiment est beaucoup trop lié aux corporations d'énergie fossile. Donc, il faut qu'on se rende compte à quel point ils sont coupables vraiment de crimes atroces contre l'humanité et qu'on ne devrait pas les inviter à la table de la COP, qu'on ne devrait pas continuer à les avoir si prochement liés à notre gouvernement, surtout au Canada. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui vont dire « Oui, mais c'est notre mode de vie ». Ils répondent aux besoins de ce que les gens veulent comme mode de vie? Ah ben, moi, je dirais que c'est aussi méconnu que dans les années 30, les corporations d'énergie fossile, d'automobiles et aussi les pneus ont sciemment détruit certaines infrastructures de transport en commun ici aux États-Unis pour promouvoir le mode de vie qu'on pense qui est naturel, donc le mode de vie d'auto individuel. Donc, dès le début, ils ont vraiment construit ce mode de vie qu'on prend pour acquis pour servir leurs besoins financiers, pour faire de l'argent.
et qu'il faut, oui, on pense que c'est notre mode de vie normal, mais qu'en fin de compte, on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on change notre mode de vie et il va falloir qu'on fasse des sacrifices, comme il y a beaucoup de pays dans le sud global qui souffrent maintenant de la crise climatique et qui ont fait tellement moins que nous dans notre société. Donc, pour avoir vraiment une justice, il faut qu'on change, nous, parce qu'on est le plus responsable de la crise climatique dans le Nord, ce qu'on appelle le Nord global. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de s'impliquer dans plusieurs groupes. Ça dépend vers quoi tu es attiré. Moi, je suis une artiste, donc j'ai décidé d'utiliser l'art pour faire apparaître des hypocrisies dans notre société, des non-dits, mettons. Il y a plein de groupes, il y a comme XR qui est assez radical. Moi, je pense qu'il faut aller plus vers la radicalité parce que clairement, ça ne marche pas. Donc, moi, je suggérerais de joindre un groupe radical, d'anarchistes ou un groupe d'action qui vraiment veut faire la perturbation, comme notre groupe, le ministère de la Nouvelle Normalité. J'ai lu beaucoup sur les mouvements de perturbation, les mouvements, on dit non-violent direct action, de action directe non violente. Et je me suis rendu compte à quel point c'est vraiment les groupes qui perturbaient la société qui ont fait avancer les choses et pas les gens qui restaient poliment sur le trottoir à obéir à la police. Un des groupes qui pour moi est le meilleur exemple de ça, c'est ACT UP dans les années 80-90 pendant la crise du sida. Qu'ils ont fait énormément de perturbations. Ils étaient quand même des milliers, mais ils n'étaient pas des millions. Mais ils ont vraiment milité de façon extrêmement innovatrice en utilisant l'art, le design graphique, la perturbation, mais vraiment ils perturbaient. C'est comme ça qu'ils ont été écoutés. Parce que sinon, si on ne perturbe pas, si on reste poliment à faire des manifs encadrés par les policiers, rien ne va changer parce que ne perturbe pas la société. Mais ça doit être soutenu et à long terme. Alors ça, on ne l'a pas encore fait. Donc, je comprends que les gens peuvent dire comme ça, fait rien, vos actions, parce qu'on n'a pas les moyens et l'énergie encore et on n'a pas fait une stratégie vraiment élaborée. Parce qu'on est toutes des femmes, il y a beaucoup de nous avec des familles, des emplois un peu précaires. Alors, on n'est pas comme un cabal, tu sais, comme dans Doctor Strangelove, on est comme, oh, voici notre stratégie, mais là, on se rend compte à quel point il faut le faire, et parce que c'est quand ça dérange vraiment d'une façon tangible que les choses vont vraiment changer, je crois. Et donc, je te parlais d'une manifestante découragée parce que je suis en train de penser à un petit film pour le projet Zeitgeist, qui est un projet de court-métrage où on fait des films sur l'esprit du temps. Et la question climatique est évidemment une des trucs majeurs de notre époque. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai imaginé ce personnage-là, parce que c'est une personne, c'est comme, je dirais, une activiste soft, tu sais, comme les gens qui vont marcher dans les grandes marches pour le climat, des trucs comme ça. Fait que pour moi, c'est important qu'une personne comme toi, qui est activiste, vraiment engagée, de t'entendre sur si tu avais cette personne-là avec toi, puis qu'elle exprimait ses doutes, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dirais à la personne de vraiment lire plus profondément sur l'origine de la cause climatique. Et ça, moi, ça m'a radicalisée, de lire et de voir à quel point les corporations s'en foutent complètement. Ils veulent juste faire de l'argent. Ils vont sacrifier des millions, peut-être des milliards de personnes pour les profits. Moi, c'est impensable. C'est ça qui me fâche vraiment. Si elle dit, ouais, mais moi, quand je lis ça, ça fait juste me déprimer. J'ai le goût de me rouler en boule dans mon lit parce que c'est trop déprimant. Si d'entendre tout ça, ça vous déprime, je dirais que le meilleur remède, c'est l'action. Parce que ça, même si on ne sait pas où ça va mener, ça dégage une énergie positive justement, c'est comme des atomes qui s'entrechoquent et on ne sait pas si une de nos actions va avoir une autre conséquence qui va faire changer les choses, mais c'est sûr que si on ne fait rien, ça ne va rien faire. Donc moi, c'est quand je suis vraiment déprimée, je prépare une action avec mes collègues, puis où on commence à penser de façon stratégique, de se mettre ensemble, de rencontrer d'autres activistes. Donc ça, pour moi, c'est un grand remède à la déprime, parce que on peut être complaisant dans notre déprime ici encore un petit peu, parce qu'on n'est pas encore affecté
Moi, mon copain est marocain, il habite dans le sud du Maroc. Ils vivent maintenant la crise climatique. Je ne sais pas dans combien d'années ils vont plus pouvoir vivre là. Donc moi, je pense à ça, puis ça me fâche vraiment. Pour finir sur une note positive, si, mettons, les 10 prochaines années se passaient comme tu l'espères, ça aurait l'air de quoi? Il y aurait une énorme prise de conscience de la population occidentale que notre mode de vie est délétère à toute la planète, tout le monde, tout l'écosystème, et qu'on a un devoir moral de changer notre mode de vie. Et c'est à nous de pousser les gouvernements pour changer, pas d'attendre d'eux qu'ils le fassent, parce que clairement, ça fait 40 ans qu'ils savent que la crise climatique est là, est un danger d'extermination de la population, mais qui font rien, ou qui font, disons, très, très peu. Donc, ce serait justement d'avoir une prise de conscience et qu'on se retourne plus vers notre symbiose avec la nature, qu'on n'est plus séparé de la nature, mais qu'on se rend compte qu'il faut qu'on vive avec. Merci beaucoup, Elsa, d'avoir Merci. participé à cette petite entrevue. Merci à toi. Et à la prochaine. Merci. Bye. Si vous avez aimé l'entrevue, s'il vous plaît, prenez le temps de vous abonner à la chaîne YouTube. Et si le projet de Zeitgeist vous intéresse, rendez-vous au www.notrecinema-maison.com et vous pourrez vous inscrire, en savoir plus sur le projet, avoir accès aux versions non montées des entrevues, à toutes sortes d'autres documents de recherche que nous allons publier et que nous publions sur ce site, en espérant vous recroiser soit virtuellement ou en personne. Et passez une très belle fin de journée. À bientôt!